Braves gens. Braves gens. Bonsoir à toutes et toutes. Et surtout, bonsoir la rediff. Et bienvenue dans cette nouvelle soirée. Horrifique histoire. Ce soir, nous lisons Le Loch, une nouvelle de Pierre de Beauvilliers. Chapitre 1. Tobias. Cela faisait plusieurs jours que Tobias avait remarqué cette minuscule tache noire sur son tapis, sous la table du salon. Mais il ne s'en était pas préoccupé plus que de mesure. Après tout, sa maison fatiguée, décorée de briques et de brocs, de meubles de récupération acquis à bas prix dans les vides-greniers de la région de Munich, pouvait accueillir un tapis taché de plus. Tobias était simplement un peu fâché de s'être un peu fait avoir par le brocanteur. Du reste, occupant la plupart de son temps libre sur Internet, Tobias ne fréquentait pas assez son salon pour que l'anomalie le dérangeât réellement. Mais Misraël, son vieux chat noir paresseux, se mit à adopter un comportement étrange. Quand il se déplaçait, il évitait ostensiblement de marcher sur le tapis du salon et de passer sous la table, effectuant parfois des détours compliqués. S'il lui fallait malgré tout traverser la zone, il émettait un feulement inquiet et passait rapidement, veillant toujours à se tenir le plus loin possible de la petite tache. De plus, au fil des jours, Tobias eut le sentiment que la tache ne cessait de grandir, imperceptiblement. Le jeune homme mit cette impression sur le compte d'une illusion d'optique liée à la fatigue oculaire qui l'affectait de manière chronique. Cependant, quand Misraël finit par refuser catégoriquement d'entrer dans le salon et cessa pratiquement de s'alimenter, alors que la tache semblait avoir encore grossi et noirci, Tobias entreprit d'en avoir le cœur net. En déplaçant la table avec précaution, afin d'examiner la tache de plus près, il réfléchit à la meilleure façon de la traiter avec le peu de produits ménagers qu'il possédait. À présent agenouillé près du centre du tapis, il dut se rendre à l'évidence. Le phénomène qui lui était donné d'observer n'était pas une tache ordinaire. L'anomalie était une sorte de trou. Mais au premier coup d'œil, il paraissait évident qu'il ne s'agissait pas d'un trou de souris ou de quoi que ce soit d'autre.
La chose formait un cercle presque parfait de quelques centimètres de diamètre, d'un noir abyssal et pour tout dire, assez déroutant, car aucune lumière naturelle ne parvenait à en éclairer les bords ou l'intérieur, qui semblait rempli d'une sorte de voile de ténèbres. Comme si le néant qui emplissait le trou était en fait tangible, palpable. Tobias contempla longuement le phénomène, très étonné de ne pas être en mesure d'apercevoir, au travers de l'ouverture qui semblait profonde, le bois du plancher. Tandis que le chat restait tapi dans le couloir, fixant l'anomalie avec des yeux inquiets et menaçants, Tobias alla chercher une lampe de poche dans la cuisine et revint s'agenouiller près du trou, qui n'était pas plus grand qu'une pièce de 2 €. Il positionna son bras de manière à orienter la torche verticalement, à l'aplomb exact de la tache noire, et appuya sur l'interrupteur. Non seulement rien ne se passa, mais Tobias constata qu'il ne parvenait pas à éclairer quoi que ce soit au travers de l'orifice. Le faisceau de la torche électrique s'arrêtait net à la surface du phénomène, provoquant une légère irisation jaunâtre, ainsi que d'étranges reflets aux couleurs indescriptibles, de celles que l'on peut observer dans les ports de pêche ou de plaisance quand des nappes d'huile de moteur flottent à la surface des eaux souillées. Le trou semblait indéniablement creux, mais les reflets qui dansaient sous la lumière de la lampe lui conféraient un relief particulier, une épaisseur ténue mais bien réelle, comme un gonflement léger et mouvant. Fasciné par cette chose vraiment inhabituelle, Tobias approcha doucement sa main gauche dans l'intention de toucher ce noir huileux, enflé et creux à la fois. Mais il se déroula un événement qui le dissuada à jamais d'entrer en contact avec la chose. La petite lampe glissa de sa main moite et tomba droit sur le trou pour y disparaître, corps et biens, sans un bruit, sans un déplacement d'air. Le jeune homme se releva d'un bond. L'objet venait de disparaître sous ses yeux, de la manière la plus incompréhensible qui soit. On aurait dû entendre le bruit de la lampe tombant sur le sol et la voir se casser. Or, le trou n'offrait rien d'autre à contempler que ces ténèbres. D'un geste précipité, le jeune homme saisit l'un des bords du tapis et le tira violemment sur le côté. Ce fut un double choc. D'une part, le trou resta à sa place. Il n'était pas solidaire du tapis, mais semblait également affecter le sol de la pièce. D'autre part, toute la surface du tapis, qui avait été en contact avec le trou durant le mouvement de glissement, avait disparu. Le tapis était ainsi pratiquement coupé en deux. Le trou n'était pas que sur le tapis. Il était aussi dans le sol. Et au travers de ce trou, on ne voyait rien. On ne voyait pas de plinthe, de béton, de dalles de ciment. On ne voyait pas davantage la cave qui se trouvait sous le salon. Tobias
se précipita hors du salon vers la cuisine et descendit 4 à 4 le petit escalier qui menait à la cave. C'était une pièce unique, assez vaste, où s'entassaient des objets divers à l'utilité variable. Vélos, chaises longues, cartons d'archives, boîtes de conserve et bocaux, vieilles guitares, ventilateurs, bouteilles de vin. Tâtonnant dans la pénombre, Tobias parvint à allumer l'interrupteur qui commandait un éclairage de fortune installé à la va-vite lors de son emménagement. La lumière blafarde envahit la pièce à partir d'une petite ampoule nue fixée sur le mur opposé à l'escalier. Tobias scruta immédiatement le plafond et ne tarda pas à apercevoir le trou. Là encore, le phénomène se présentait sous la forme d'un cercle presque parfait, d'un noir profond et plein, au travers duquel le regard ne pouvait distinguer ce qu'il aurait dû voir en toute logique, c'est-à-dire un aperçu du plafond du salon. Le trou était ici, comme là-bas, noir, opaque, non creux. Et sur le sol de la cave, parmi l'encombrement des cartons et des objets, nulle trace de lampe torche. Tobias remonta précipitamment dans la cuisine, se saisit d'une petite cuillère et passa dans le salon. Il laissa tomber la cuillère dans l'orifice, au travers duquel on ne pouvait toujours pas distinguer la cave, qui était pourtant à présent éclairée. L'objet disparut sans plus de traces visuelles ou sonores que la lampe de poche. Tobias se précipita de nouveau à la cave, constata que la cuillère n'y était pas et remonta en quête d'un autre objet. Il répéta ce manège plusieurs fois, en proie à une excitation et à une inquiétude croissante. Puis il tenta une nouvelle expérience. À partir de la cave, il entreprit de lancer une petite gomme de bas en haut, vers le trou du plafond de la cave, en imaginant qu'elle retomberait ou se retrouverait dans le salon. Après plusieurs tentatives infructueuses au cours desquelles la gomme rata le trou et retomba sur Tobias, déclenchant en lui un petit rire nerveux, il finit par viser juste. La gomme disparut, comme les objets précédents. Ce soir-là, Tobias eut toutes les peines du monde à s'endormir. Quand, épuisé, il s'assoupit enfin quelques heures au petit matin, son demi-sommeil fut peuplé de visions inquiétantes et d'angoisses béantes. Il se réveilla en sueur, bien décidé à élucider le mystère qui était apparu dans son salon. Chapitre 2. Catherine et le professeur Komneuf. Les jours suivants, Tobias négligea son travail et ses habitudes sociales. Il passa d'innombrables heures à chercher sur Internet, puis en bibliothèque, des éléments susceptibles de l'aider à comprendre le phénomène dont il était témoin.
Il se rendit dans les librairies de Munich, à la recherche de livres de physique, mais également son esprit libre de tout préjugé le poussait dans cette voie d'ésotérisme. Il lut notamment Trous noirs et distorsion du temps de Kip Thorne, Phénomène de la nature inexpliqué au XXe siècle d'Armand Canet, L'encyclopédie de l'inexpliqué de Richard Cavendish, Les mystères de l'antimatière de R.L. Forward, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Mais Tobias n'y trouva pas de réponse. Il ne savait même pas si le trou qui était apparu chez lui relevait des théories de l'antimatière ou des trous noirs. Durant ces jours passés en lecture, Tobias remarqua que le trou semblait s'agrandir. Il résolut alors d'en mesurer le diamètre, de le noter et de procéder ainsi chaque jour afin d'en suivre la progression, si progression il y avait réellement. Le premier jour de mesure, le trou présentait un diamètre de 12 cm. Après environ un mois, alors que le trou avait atteint 30 bons centimètres de circonférence, Catherine s'invita chez Tobias. Elle était sa meilleure amie et son amante occasionnelle. Revenue d'un déplacement professionnel en Asie, tenue informée de toute l'affaire par les messages électroniques réguliers et confus que lui envoyait Tobias, elle se rendit chez lui dès sa sortie de l'aéroport. C'est un Tobias fatigué, mal rasé, les yeux et le cerveau usés de réflexion et de questionnement qui lui ouvrit. Tobias lui montra le trou mystérieux qu'il avait renoncé à cacher ou à recouvrir, toutes ses tentatives se soldant par un échec. Catherine, intriguée, était décidée à l'aider dans ses recherches. Fascinée mais également inquiète, elle souffla à Tobias l'idée que le trou n'aurait aucune raison de cesser de s'agrandir et qu'il faudrait prendre des dispositions visant à assurer la sécurité de ses biens et de sa personne dans la maison. Tous deux s'attachèrent alors, parallèlement, à leurs recherches, à réaménager la maison de Tobias de manière à ce qu'aucun objet de valeur sentimentale ou pécuniaire ne puisse risquer de disparaître dans la béance. Le salon fut vidé. Catherine ajouta au rituel de la mesure celui d'une prise de photographie. Ainsi, ils consignèrent sur ordinateur chaque jour le journal de croissance de l'orifice. 15 jours après le retour de Catherine, le trou atteignait 60 cm. Son évolution ne semblait pas se réaliser de manière linéaire, mais selon un algorithme inconnu, et pour tout dire, inquiétant, car imprévisible. Tobias et Catherine se résolurent à contacter un de leurs anciens professeurs de faculté, Yuri Komnov, un vieil Allemand d'origine russe, à présent à la retraite. Sa gentillesse n'avait d'égal que son ouverture d'esprit et son érudition en psychologie, matière qu'il enseignait jadis à la faculté de Munich. Le professeur apprit toute l'affaire de la bouche de ses deux anciens étudiants au cours d'un copieux dîner asiatique qu'il leur offrit d'autant plus volontiers qu'ils voyaient dans leur récit l'occasion d'une balade hors des sentiers battus du savoir académique et rationnel. Après le repas, il se rendit chez Tobias pour constater la chose de ses propres yeux. Dès qu'il vit le trou, il sut que son esprit ne serait plus jamais tranquille
que sa vie paisible de professeur retraité, respecté et débonnaire, appartenait désormais au passé. Tobias, le professeur Komnov et Catherine passèrent de longues journées à tenter de comprendre la nature, le fonctionnement et l'origine du trou. Après avoir fait disparaître dans l'orifice des dizaines d'objets, parfois attachés à un solide filin fixé au plafond, après avoir filmé et refilmé leurs expériences à partir de la cave ou du salon, Catherine émit l'idée, terrible mais inévitable, de tester le phénomène sur des êtres vivants. Le trou avait atteint près d'1 mètre de circonférence. Trigger warning chat, je pense. Tobias n'opposa aucune objection quand ils décidèrent d'attacher Misraël, chétif, malade, nerveusement à bout, à une longue et solide corde d'alpinisme dans le but de le faire descendre dans le trou, de le remonter et de constater sur lui d'éventuelles modifications. Tobias était descendu filmer l'orifice de la cave, qui avait grandi exactement comme dans le salon, selon une parfaite symétrie, et avait commencé à grignoter les parois pierreuses du sous-sol. Catherine filmait la scène depuis le salon, tandis que le professeur, après avoir attaché la corde à une poignée de porte et retroussé ses manches, prit doucement Misraël dans ses bras et s'agenouilla pour le déposer dans le cercle noir. Cette opération l'amena à approcher ses mains le plus possible de la surface du phénomène, comme s'il espérait déposer le chat sur un plan solide. Il compta jusqu'à 3, et au 3e temps, lâcha Misraël, qui tenta en vain de s'agripper aux mains du professeur. Ce dernier se saisit prestement de la corde, qui se tendit d'un coup sec pendant de longues secondes, avant de se détendre. Le professeur tira aussitôt dessus. Elle était délestée de son poids. Toute sa partie immergée dans le noir positif du trou avait disparu. Tobias au sous-sol n'avait rien remarqué. Il n'y avait pas eu un seul bruit. Misraël avait quitté le monde sensible. Les 3 expérimentateurs se perdaient en conjectures. Une seule observation était exploitable. Le fait que la corde se soit tendue pendant quelques secondes signifiait que Misraël était tombé durant un court laps de temps au sein du trou avant de disparaître on ne sait où. 2 explications étaient alors possibles. Soit la béance était en son intérieur soumise à une forme de pesanteur terrestre et pouvait disposer quelque part d'une sorte de fond, soit Misraël avait été aspiré par ou vers quelque chose. En l'état actuel de leur connaissance et de leur expérience, Tobias, Catherine et le professeur Komnov étaient impuissants. Le trou progressait chaque jour. Il menaçait à présent les murs porteurs de la cave et du salon. Il fut décidé que Tobias quitterait sa maison pour s'installer chez Catherine, qui vivait non loin de là. Chapitre 3. Le père Eberhard. Et n'hésitez pas à follow.
Les 3 amis revenaient tous les jours observer et mesurer le trou dans la demeure désertée. Le professeur Komnov prit la résolution de contacter plusieurs confrères, parapsychologues, physiciens et archéologues. Tous défilèrent dans la maison de Tobias. Aucun ne sut proposer de début de réponse, mais l'un d'entre eux commit une faute. Il parla du trou à plusieurs de ses proches, en petit comité. Et l'un de ses proches fréquentait une journaliste. Une dépêche parut dans le fil d'information insolite de la DPA, la Deutsche Presse Agentur. C'est loin l'allemand. Ça fait des années. Ainsi, le trou accéda à l'existence médiatique. Assailli d'appels et de visites de journalistes, Tobias, Catherine et le professeur consentirent à accueillir un journaliste de la presse locale qui passa une après-midi entière avec eux, assista aux expériences et en ressortit durablement ébranlé. La petite équipe s'était mise d'accord pour prévenir la police avant la parution de l'article, de manière à ce que les forces de l'ordre mettent en place un cordon de sécurité pour tenir les curieux et le reste des médias à l'écart de la béance qui approchait maintenant 2 mètres de diamètre. Le trio estimait sans doute à cette époque que la révélation du trou au plus large public possible pouvait favoriser la venue d'une aide, d'une expertise qui aurait fait progresser leur connaissance du phénomène. D'une certaine manière, leur vœu fut exaucé. L'article fit grand bruit dans la région, suscitant à la fois des sarcasmes chez les incrédules et une immense curiosité chez les habitants de Munich et de ses environs. Les soirs et le week-end, des visiteurs de plus en plus nombreux se rendaient aux abords de la maison, à présent complètement vidée et inoccupée hors des temps d'expérience, pour tenter d'apercevoir le phénomène, tandis que la parution de l'article sur Internet fit connaître le Loch, le trou, à l'Allemagne, puis à l'Europe tout entière. Au bout de quelques semaines, les articles et reportages s'étaient multipliés. Les gens accoururent de tous les Länder, puis de toute l'Europe, pour voir la béance et s'y recueillir, persuadés qu'il s'agissait là d'une manifestation divine, assimilable à une apparition de la Vierge. Les autorités catholiques et protestantes allemandes émettaient les plus grandes réserves sur cette interprétation, ce qui n'empêchait pas les croyants, anciens ou nouveaux, de se rendre en pèlerinage dans le village, aux grandes dames des autorités locales et des forces de l'ordre. Un blog officiel d'information, mis en place par Catherine pour couper court aux rumeurs et mettre à disposition les données des relevés et expériences aux scientifiques du monde entier, connut des records d'affluence, et la boîte aux lettres électronique de Tobias fut bientôt submergée de messages, de propositions d'aide ou de tentatives d'explication, toutes plus farfelues les unes que les autres. Le père Eberhard, curé d'un village voisin, se présenta un jour à la porte de la maison de Catherine et Tobias. Ceux-ci avaient pris l'habitude d'éconduire sans ménagement les journalistes curieux et charlatans divers qui tentaient de les rencontrer, de leur soutirer des informations ou de l'argent, ou de les enrouler dans quelque secte ou opération commerciale douteuse. Mais le père Eberhard, par sa voix douce et posée, leur fit immédiatement une très bonne impression. D'autant plus qu'il faisait preuve d'une grande culture ésotérique, métaphysique et scientifique. Il s'entretint longuement avec Tobias et,
Avec l'aide du professeur Komnov, le persuada de reprendre les recherches fondamentales. Le religieux, qui semblait avoir occupé par le passé des postes importants dans la hiérarchie catholique, leur promit l'accès aux littératures les plus sensibles, dont certaines étaient farouchement gardées sous clé par les autorités des 3 religions monothéistes, en raison de leur caractère impie. Il parvint à les convaincre que, peut-être, dans ces pages interdites, demeuraient les réponses au mystère du Loch. Durant plus de 10 semaines, Tobias, le père Eberhard et le professeur Komnov voyagèrent alors dans toute l'Allemagne, mais aussi à Londres, à Paris, au Vatican, à la recherche de réponses dans les bibliothèques universitaires, les bibliothèques religieuses, certaines archives militaires et chez les grands collectionneurs privés de livres anciens qui voulaient bien leur ouvrir les portes de leurs fonds. Ils consultèrent et annotèrent, sous haute surveillance, des ouvrages anciens et oubliés, tels que le Unausprechlichen Kulten de von Junst, les introuvables Stances de Dzian, le célèbre Grand Albert aux multiples auteurs, l'Enchiridion du pape Léon, et même des fragments de l'innommable Necronomicon, le livre des morts, écrit par l'arabe fou Abdul al-Azred, et dont certains pensent qu'il contient la clé des débuts et de la fin des temps. Ils trouvèrent dans cet ouvrage maudit, en une obscure référence à l'entité légendaire qu'on nomme Azathoth, le chaos nucléaire au centre de tout, la description la plus proche du phénomène qui les préoccupait. Plus tard, dans le livre des conjurations du pape Honorius, ils firent un certain rapprochement entre le nom démoniaque d'Astaroth et celui d'Azathoth. À quelle funeste conclusion ces lectures les amènèrent-elles ? Nul ne le sut. Car au retour de leur périple, les 3 chercheurs n'étaient plus les mêmes. Tobias, devenu sombre et excessivement craintif, supplia Catherine de le suivre au bout du monde. Ils abandonnèrent le Loch, son agitation, son mystère et leur maison de Munich, déménagèrent au Japon, vivant dans un premier temps chez des amis de la jeune femme. Puis plus personne n'entendit parler d'eux pendant des mois. Le professeur Komnov s'enferma chez lui pendant des semaines, refusant de recevoir ses proches, de répondre à leurs appels, voire de s'alimenter. Il sortit enfin un jour, entra par effraction chez un chasseur de ses voisins et se saisit d'une de ses carabines pour se tirer une balle dans la bouche. Le père Eberhard, quant à lui, adopta peu à peu un comportement qui laissait penser qu'il avait perdu la raison. Les lettres qu'il adressa aux agences de presse, au Vatican, au gouvernement fédéral et aux plus grands laboratoires de recherche européens n'avaient aucun sens pour le commun des mortels. Il y était question de noirs abysses de chaos absolu qui attendaient depuis des éons, de dieux amorphes vociférant au centre de l'univers.
et de flûtes spectrales annonçant la fin des temps et la venue d'Azathoth. Ses courriers envoyés, il prit congé de sa paroisse, délaissa son logement et ses maigres économies, se mit à arpenter en haillons les routes d'Europe, psalmodiant des cantiques et des prières, invitant les passants à tout abandonner et à prier avec lui pour leur salut dans l'Apocalypse. Chapitre 4. Le chancelier fédéral Kirchner. 3 saisons s'étaient écoulées depuis la découverte de Tobias. Le trou dépassait maintenant les 5 mètres de diamètre. Les cloisons et l'essentiel des murs intérieurs de la maison abandonnée avaient disparu. Le toit s'était partiellement effondré. La police fédérale interdisait l'accès à la demeure et à son terrain dans un rayon de 100 mètres. Le phénomène était à présent mondialement connu sous le nom du loch, la terminologie germanique pour désigner un trou. Des chercheurs, des équipes scientifiques venaient du monde entier pour le voir et l'étudier. Cependant, bien peu d'entre eux étaient effectivement autorisés à l'approcher. Il fallait pour cela déposer de nombreuses demandes officielles aux sommités scientifiques et policières allemandes, et la décision d'autoriser telle ou telle équipe à démarrer ses expériences était prise de manière presque discrétionnaire par les plus hautes autorités en matière de recherche et de défense. Par ailleurs, les rares équipes qui obtenaient le privilège de mener leurs études connurent pratiquement toutes des déboires dramatiques. Les tentatives d'envoyer dans le trou des sondes, des chercheurs ou des militaires en combinaison de spationautes se soldèrent toujours par des échecs cuisants. Leurs appareils et les infortunés disparaissaient sans laisser de traces et sans pouvoir faire parvenir, par radio ou tout autre moyen, le moindre témoignage, commentaire ou relevé scientifiquement utilisable. La plupart des dernières paroles prononcées par les malheureux, alors que seule leur tête restait encore en surface avant leur descente totale, faisaient mention d'une étrange musique lointaine, flûtée, sans autre information. Ni cri, ni douleur, ni oscillation de capteur. Le câble les descendait, le haut de leur casque ou de leur habitacle disparaissait, puis le câble se tendait un peu et se relâchait. Et c'était tout. On remontait alors ce qu'il restait du câble. Il n'avait pas été arraché, ni sectionné, ni rongé par aucun acide. Sa partie immergée n'était tout simplement plus là en tant que matière physique. Comme si elle n'avait jamais existé. Plusieurs semaines passèrent encore. Quand un beau jour les riverains constatèrent que la maison de Tobias avait disparu, laissant place au loch, l'inquiétude gagna alors les voisins immédiats du terrain et la petite ville tout entière.
Les reportages et comptes rendus d'expériences se multiplièrent, sans parvenir à trouver la réponse aux questions que se posaient les Bavarois, puis les Allemands, mais aussi les Terriens dans leur ensemble. La croissance du Lok était-elle inéluctable ? Qu'y avait-il au fond du gouffre ? Quelle était sa véritable nature, son origine ? Quel était le but de son développement ? Experts et officiels se perdaient en conjectures, et les voisins cherchaient à vendre leurs habitations, sans succès. Le père Eberhard poursuivait son errance sur les routes d'Europe, en psalmodiant la fin du monde, suivi à présent par un nombre croissant de marcheurs en guenilles. C'est en visionnant une interview du père Eberhard par une journaliste de la ZDF que le chancelier Hans Kirchner, chef du gouvernement fédéral d'Allemagne, eut l'idée de remettre la main sur l'incompréhensible missive que l'ancien homme d'église lui avait fait parvenir quelques mois plus tôt. Il fallut quelques heures à ses services pour retrouver la lettre déjà archivée et qui n'avait donné lieu à aucune réponse. Le chancelier lut et relut les lignes maladroitement écrites et dont le contenu heurtait le bon sens. Il fit lire la lettre à ses conseillers, à d'éminents scientifiques et théologiens, aux plus hauts représentants des communautés religieuses d'Allemagne. Aucun ne comprenait les allusions du père Eberhard à d'étranges divinités préhistoriques, à des cultes disparus de la mémoire des hommes, à des combats dantesques livrés par des légions de dieux amorphes, exilés aux confins des dimensions. Cependant, tous les lecteurs avaient, non sans effroi, lu et relu un passage traitant spécifiquement du phénomène du Lok de Tobias. Ce paragraphe était formel. Le trou, soi-disant manifestation du millénaire Azathoth, ne cesserait jamais de grandir pour engloutir la terre dans son ensemble, sans raison. Parce que c'était la volonté du chaos au centre de tout, si tant est qu'Azathoth puisse être défini comme une entité douée de volonté. Après avoir lu ces lignes, le chancelier Kirchner ne fit aucun commentaire, n'émit aucune critique à la décision prise par le Land de Bavière d'évacuer la petite ville où le Lok commençait à présent à avaler les jardins voisins de la maison disparue de Tobias. La nouvelle de l'évacuation accentua l'inquiétude ressentie par la population, en Allemagne et ailleurs. La police devait à présent interdire l'accès à la zone du village dans un rayon de 2 kilomètres. En effet, certains témoignages faisaient état de nombreux suicides. Des hommes, des femmes, et parfois des familles entières, venus des régions avoisinantes et d'ailleurs, portant une infinie tristesse sur leur visage, se ruaient à contresens des badauds, échappaient au blocage des forces de l'ordre et couraient se précipiter dans le trou. Les rapports des services de renseignement fédéraux évaluèrent bientôt à 500 par mois
le nombre de personnes se suicidant dans le loch, malgré les policiers en faction, malgré les caméras, malgré les grillages, malgré tous les dispositifs de protection installés et qu'il fallait déplacer sans cesse au fur et à mesure de l'extension du gouffre. Et quand ces mêmes rapports estimèrent, après enquête, que près de 85% des suicidés avaient regardé une vidéo ou lu un texte du père Eberhard ou l'un de ses plus zélés suiveurs, le chancelier Kirchner prit la décision de faire arrêter et mettre à l'écart le vagabond et ses compagnons de route. Quelques semaines plus tard, le périmètre de la petite ville où Tobias avait vécu, aimé, étudié, était remplacé par le loch, trou béant, atteignant 3 bons kilomètres de circonférence. Les déplacements de population de la région de Munich prirent de telles proportions que l'état d'urgence fut déclaré dans le Land de Bavière. Les autres Länder et les régions frontalières de l'Autriche, de la Suisse, de la Tchéquie s'organisèrent tant bien que mal avec l'aide des armées pour accueillir et héberger les réfugiés. La panique gagna insidieusement les esprits, même les plus éloignés du phénomène. Sur Internet, de forum en forum, de blog en blog, de réseau en réseau, le bruit courut que Tobias, le propriétaire de la maison où était apparu le loch, ce gouffre qui allait nous engloutir tous, en était en fait directement responsable. Le jeune écervelé était, de toute évidence selon la rumeur, versé dans les sciences occultes et les expériences contre nature, comme en témoignaient les livres bizarres et les notes impies trouvées dans la maison de Catherine après leur départ précipité. La rumeur enfla, se déforma, atteignit le Japon, où une poignée de fanatiques apeurés, ayant identifié et localisé Dieu sait comment le couple exilé, s'introduisit chez eux par une nuit chaude et les assassina sauvagement dans leur sommeil, dans l'espoir insensé de calmer les dieux. En Europe, on commença à recenser des exactions contre les réfugiés bavarois installés dans les régions limitrophes. Il se murmurait même que le loch était le juste châtiment infligé à l'Allemagne pour le sort qu'elle avait fait subir aux Juifs et aux autres victimes de la Seconde Guerre mondiale. C'est parvenu à ce degré de menace sur la société dont il était responsable que le chancelier Kirchner résolut de s'adresser solennellement à l'Assemblée générale des Nations unies. Chapitre 5. Le secrétaire général, Park Seung-man. Le discours du chancelier Kirchner devant l'Assemblée générale des Nations unies fut retransmis dans le monde entier.
sur toutes les chaînes de télévision, dans toutes les langues. Le dirigeant exprima les craintes de tout son peuple quant à l'évolution du LOC, qui restait incompréhensible et irrémédiable. Il présenta des simulations graphiques calculées selon la vitesse de croissance du LOC observée quelques jours auparavant, comparable à celle d'une petite marée. La visualisation de ces projections cartographiques déclencha une vague de murmures inquiets dans l'assemblée. Les téléspectateurs du monde entier sentirent un frisson de terreur leur parcourir l'échine. Les prévisions montraient que le LOC recouvrirait pratiquement toute l'Europe en à peine 30 mois. De fait, environ 3 mois après la prononciation du discours, le LOC avait avalé la Bavière, le Bade-Württemberg débordait sur les Länder de Hesse et de Thuringe, sur la République tchèque, ainsi que sur une petite partie de la Suisse et le nord de l'Autriche. Des vidéos circulaient dans les réseaux du monde entier, montrant la progression du LOC si rapide qu'elle était visible à l'œil nu. Le LOC progressait de plusieurs mètres par heure, et plus rapidement encore la nuit. On avait renoncé à en interdire l'accès. Dans le monde entier, scientifiques et technocrates s'acharnaient nuit et jour à trouver une solution, aidés par les quelques dignitaires militaires qui n'étaient pas occupés à tenter de maintenir l'ordre dans les sociétés en proie à la panique et à l'anomie. Les Allemands fuyaient massivement vers la France, la Pologne ou la Russie. Dans ce pays, les relations étaient extrêmement tendues entre les autochtones et les réfugiés massés dans des camps de fortune. Des émeutes ne tardèrent pas à éclater pour de sombres histoires de viols et de rackets. Ce furent les premières manifestations de la désorganisation générale, les prémices de l'anarchie mondiale. Le ministère britannique de la Recherche fut plastiqué par des citoyens en colère contre l'impuissance de leurs élites. Quelques semaines plus tard, le chef du gouvernement italien fut pris dans une embuscade. Il périt, enfermé dans sa voiture brisée, renversé et incendié par une foule déchaînée sur laquelle les policiers tiraient en vain. Car le néant, désormais promis à tous, à brève échéance, n'effrayait plus. En 10 mois, à compter du discours du chancelier Kirchner, l'Allemagne en tant que pays géographiquement délimité avait cessé d'exister. Dans l'exode général, le père Eberhard et ses disciples avaient été relâchés et avaient profité de leur liberté retrouvée pour mettre fin à leurs jours, en se jetant dans l'obscurité grandissante du LOC. Celui-ci avait atteint la mer du Nord, et le vacarme des flots agités qui se perdaient dans la noirceur s'entendait jusqu'en Finlande, où les hôpitaux psychiatriques étaient pris d'assaut. Les contours de la France reculaient à présent chaque jour sous l'avancée du LOC. Les sièges et réserves des banques suisses avaient été transférés en urgence à Dubaï et aux États-Unis. Quand les Italiens, désireux de s'éloigner au plus vite du vieux continent, déclarèrent la guerre à l'Égypte qui refusait d'accueillir ces boat people et de considérer ses projets de migration, le secrétaire général des Nations Unies, le Sud-Coréen Park Seung-man, décida d'agir.
L'option figurait en bonne place depuis quelques semaines dans les scénarios proposés par les sommités scientifiques et militaires mondiales qui siégeaient quasiment en permanence dans les bureaux et couloirs de l'ONU. Elle était basée sur les rapports scientifiques, mais aussi les nombreux témoignages des plus sensibles des réfugiés, ceux qui avaient approché le log d'assez près avant de s'enfuir. Tous parlaient d'une musique cosmique, lancinante et flûtée, qui semblait émaner de manière lointaine, mais très perceptible, des entrailles du gouffre. Si quelque chose était au fond des limbes, ou si le Locke lui-même était une entité dotée d'une forme particulière de vie, de logique, de structure atomique, alors il semblait possible de lui ôter la vie et le mouvement. Il y eut un débat pendant quelques jours. La France, l'Italie et la Grèce, voisins les plus directs du Locke, émirent quelques protestations de pure forme. La décision fut votée à une large majorité de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une escadrille de bombardiers américains qui largua au-dessus du centre du Locke les 5 bombes Tsar Bomba de fabrication russe, d'une puissance de près de 100 mégatonnes chacune. Les 5 engins, filmés par des drones, disparurent dans les ténèbres sans un bruit. Il y eut un grondement sourd, étouffé, qui dérégla les microphones embarqués sur les drones. Selon certaines mesures réalisées sur le pourtour du Locke, celui-ci se rétracta de quelques centimètres au moment où le grondement se produisit. Puis sa croissance repartit de plus belle. Une seconde tentative eut lieu. Cette fois, l'explosion nucléaire fut déclenchée avant que les ogives n'entrent dans le trou, à quelques mètres au-dessus de sa surface. Le Locke n'en fut pas plus affecté. Peu de temps après cette dernière tentative, un pont aérien et maritime fut organisé entre l'Amérique du Nord et l'Europe. L'Espagne déclara la guerre au Maroc. Les Britanniques envahirent l'Islande et le Groenland. Bien avant que les 30 mois prédits par le chancelier Kirchner, le Locke s'étendait de l'Atlantique à l'Oural. En Sibérie, on baptisait les camps de réfugiés et les villes de fortune du nom des États disparus. Alors, Russes, Chinois, Américains, Australiens, Canadiens, Brésiliens, Indiens, sous l'impulsion du secrétaire général Park Sugman, mirent leurs efforts en commun pour accélérer leurs programmes spatiaux. Tandis que le Locke avalait peu à peu l'Atlantique et touchait les côtes du Maghreb, il était question de multiplier les bases en orbite, d'installer des colonies sur la Lune et sur Mars. Mais cela coûtait trop cher et prenait trop de temps. Certains hommes cherchaient un moyen de fuir les ténèbres. D'autres tentaient de les contenir. Des foules entières de bonne volonté qui avaient entendu, diffusé et admis les messages du père Eberhard se mirent à prier Azathoth, à le supplier de mettre fin à sa colère et à sa gloutonnerie. Mais il n'y avait pas de rite, pas de formule, pas même la certitude que le Locke était bien lié à l'entité qu'on appelait Azathoth, ni même
que cette entité exista. Il y eut des soubresauts brutaux, marquant l'agonie de l'économie mondiale. Il y eut des sacrifices humains. Il y eut des suicides collectifs. Il y eut des émeutes, des coups d'État, des guerres. Il y eut une baisse générale et brutale des naissances. Un tiers du monde était détruit par le Loch. Les 2 autres tiers se détruisaient tout seuls. Chapitre 6 et dernier chapitre. 3 couples et 4 spationautes. Il y eut également un changement climatique, tandis que les océans se déversaient avec fracas dans le gouffre béant du chaos au centre de tout. Plus aucune organisation sociale ne fut possible. Environ 3 ans après que Tobias eut remarqué une anomalie sur son tapis, ce qui restait de l'humanité se massait au pôle, au Japon, en Alaska et en Australie. Ceux des terriens qui n'avaient pas sombré dans l'hédonisme désespéré, le suicide ou la folie, tentaient toujours de comprendre et cherchaient à fuir. Quand le Loch atteignit les rives est du Mississippi d'un côté et les rivages les plus occidentaux de la mer d'Okhotsk de l'autre, les rares esprits sains et volontaires qui restaient décidèrent d'envoyer, depuis une base antarctique, 3 couples, 6 ultimes êtres humains, tirés au sort parmi les survivants de façon à représenter chacun des grands groupes ethniques qui jadis peuplaient la Terre. Blancs, noirs, hispaniques, arabes, asiatiques, hindous. On les envoya rejoindre les 4 spationautes déjà en orbite dans la station internationale. Ces derniers étaient chargés de les plonger en état de coma artificiel cryogénisé et de les envoyer, par couple, dans 3 capsules de survie aux confins de l'espace, à tout hasard, et aussi loin que le fonctionnement des machines et la providence leur permettaient. Dans l'espoir, ténu et lointain, qu'un redémarrage soit possible pour ces derniers représentants de l'humanité, les capsules avaient été chargées par les données essentielles des cultures et mémoires humaines. Livres sacrés de toutes les religions du monde, textes fondateurs des grandes pensées philosophiques occidentales et orientales, manuels et disques informatiques contenant le plus de théories physiques, chimiques, nucléaires, spatiales, juridiques et biologiques possibles. Chaque équipage emportait également, à tout hasard, un exemplaire du Necronomicon,
dont on pouvait penser qu'il contenait la solution du Loch. Solution que l'humanité n'avait pu trouver à temps dans ces lignes obscures écrites par un démon, et dont les exilés ou d'autres êtres vivants auraient peut-être un jour besoin. Quand la dernière capsule fut partie, les 4 spationautes regardèrent une dernière fois la Terre. Une grande boule, noire, brillante sous le soleil, mouvante, en extension, profonde comme l'infini. Ils avalèrent la pilule grise que les 6 exilés leur avaient apportée et s'endormirent à jamais, bercés par un son calme, triste et envoûtant, sorti de la radio qui ne captait pourtant plus rien de terrestre. Bercés par une musique particulière, une mélopée de flûte spectrale.